La tentation du family office, la question qui se cache derrière cet intitulé, c'est tout simplement celle de la proposition de valeur aujourd'hui des gérants indépendants et du secteur dans son ensemble. C'est pas à vous. Je vais expliquer l'environnement de marché, le nouveau cadre réglementaire, la fin des rendements obligataires. Donc de plus en plus, vous êtes forcément tenté, avec l'érosion des marges dont vous souffrez, d'aller chercher de nouvelles sources de revenus et d'élargir votre proposition de la gestion des actifs financiers vers une gestion plus globale du patrimoine avec tous les services que cela peut supposer. Donc pour discuter de l'adaptation de cette proposition, je vais vous proposer de discuter avec trois personnes. François Mola du Jourdain, que j'invite sur scène également, avec Gabriele Galotti et Lionel Pasteur, que j'invite également à nous rejoindre. Bon, je vous présente très rapidement. Je commence avec Gabriele qui est assis à ma droite. Gabriele Galotti a fondé un multi-family office voilà 3 ans, en 2018, après avoir passé de nombreuses années dans la banque JP Morgan. Ensuite, donc le multi-family office s'appelle Novum. À sa droite, François Mola du Jourdain, qui a un peu plus d'expérience dans ce domaine, qui a fondé MJ et compagnie Multifamily Office en 2001, si je me rappelle bien. Donc bon anniversaire, 20 ans de dur labeur. François est par ailleurs président de l'Association française des Family Office et de la Fédération européenne des Family Office. Donc il pourra nous proposer une vue intéressante sur l'évolution du secteur. Et enfin, à sa droite, Lionel Pasteur, de Pasteur Finance, qui connaît parfaitement bien le monde des gérants indépendants et qui propose avec Pasteur Finance des conseils stratégiques pour permettre aux gérants indépendants de se fondre dans le nouvel environnement qui est en train de prendre place aujourd'hui. Donc voilà nos trois invités. Je vais commencer avec François Mola avec une question toute bête, mais effectivement, comment évolue pour vous le secteur des family office, bien évidemment avec un éclairage suisse? Tout à fait. Alors, bonjour à tous. Et merci de m'accueillir ici. Alors, Jérôme, il évolue bien, il évolue très bien. Il est en plein boom, c'est sûr et certain. Et quand je dis ça, c'est au-delà du buzz, parce qu'il faut voir le côté buzz. On parle beaucoup du family office. C'est un terme non réglementé, c'est une appellation non réglementée. Donc n'importe qui peut effectivement se qualifier de family office. J'y reviendrai parce que je pense que c'est important de comprendre ce qu'est le family office. Mais globalement, on est dans un monde où il y a un besoin. Vous évoquiez tout à l'heure, Jérôme, la question de ce besoin d'accompagnement global des personnes fortunées. Et donc, bien évidemment, dans le monde que nous connaissons aujourd'hui, il y a un besoin important. Donc l'évolution du family office, elle est extrêmement dynamique. Elle est protéiforme. Extrêmement protéiforme aussi, ça c'est très très intéressant, selon les juridictions également, mais même dans une même juridiction, on voit des pratiques extrêmement variées. Gabriele, donc vous avez créé Novum voilà 3 ans. Est-ce que vous aviez identifié alors une opportunité? Quel était votre regard sur le marché? Qu'est-ce que vous aviez envie de proposer à vos clients? Après 14 ans presque chez JP Morgan, en ayant travaillé qu'avec des ultra high net worth family, je me suis rendu compte que les familles avaient de la peine à se relationner avec les banques de plus en plus. Ce n'est pas la faute des banques, c'est la faute de la réglementation qui augmente de plus en plus. Et gérer des relations avec les banques, c'est devenu un vrai métier, un vrai travail. Et les familles avec lesquelles on travaille, c'est des familles qui sont très occupées et avaient besoin de l'aide à gérer des multirelations avec plusieurs banques. Donc c'est ce qu'on appelle la peaceful of mind pour les familles. Leur donner la tranquillité de savoir qu'il y a quelqu'un
qui s'occupe d'une situation très complexe, d'une relation très complexe avec les banques. Et qu'est-ce que vous aviez, quelle est la proposition que vous avez construite, que vous avez structurée avec Novum pour ces familles? Oui, je me suis basé sur ce que c'était le modèle de JP Morgan, que c'était un approche de team. Et donc, on a construit à l'intérieur de Novum un vrai team qui devient, si vous voulez, le family office de la famille. Donc, je regarde à Novum pas comme un multifamily office, mais comme plusieurs single family office que la famille peut leverager pour ses relations bancaires. Donc, j'insiste sur la proposition, mais qu'est-ce que vous leur proposez? Vous leur proposez en dehors de la gestion des actifs financiers? On a deux building blocks. Bien évidemment, la partie investissement, mais surtout, c'est la partie Family Office Services. On a aujourd'hui, à Novum, on travaille avec 17 familles et on est 21. Je suis le seul Relationship Manager. Récemment, il y a eu un deuxième Relationship Manager qui est arrivé. Mais tout ça pour dire que des 21 personnes qui travaillent à Novum, la grande partie, c'est des personnes qui sont dédiées aux Family Office Services pour les familles. Donc, chaque famille peut compter à 100% sur ce qu'on appelle à l'intérieur de Novum un analyste, qui est la personne qui s'occupe à plein temps de la famille avec le Relationship Manager. On a tout un team, donc chaque famille peut compter vraiment au moins sur le côté Family Office de 4 personnes. D'accord. Lionel, je rebondis vers vous. Donc, vous connaissez mieux que mieux le secteur de la gestion de fortune indépendante. Est-ce que vous voyez, vous, cet attrait croître pour le modèle Family Office? Oui, très franchement, c'est ce que je vois le plus. C'est qu'il y a des familles qui ont des besoins qui deviennent de plus en plus importants. Ils sont de plus en plus demandeurs auprès de leurs gérants indépendants, qui doivent bien évidemment se différencier et offrir plus de prestations, aller plus vers le client, lui offrant des stratégies plus globales, avoir une compréhension de ce que fait le client. Le client, c'est juste, il se sent souvent un petit peu abandonné par les banques. Il sent qu'il pourrait avoir un meilleur service auprès d'un gérant indépendant. Il veut se sentir central au final. Et ça, c'est important. Et je pense que ça se ressent un petit peu chez tous les gérants indépendants qui ont une famille peut-être importante ou prépondérante chez eux. Et quelles sont les recommandations que vous formulez aujourd'hui aux gérants avec lesquels vous travaillez lorsque vous évoquez ce sujet des services Family Office? Ce qui est très important, c'est avoir au fait un changement. La gestion patrimoniale, la gestion au fait classique, elle est un petit peu différente. La vision, elle est beaucoup plus sur le très long terme. Il y a différents portefeuilles. Il faut avoir une vision qui est familiale, fiscale. Donc, l'approche, elle va être différente. La problématique, elle est aussi que ça nécessite beaucoup plus de travail. C'est variable. Il n'y a aucune famille qui est pareille. Donc, c'est aussi un chemin sinueux et complexe en termes de services. François, donc vous avez 20 ans de Family Office dans le sac. Et comment vous avez vu évoluer les besoins de la clientèle au cours de ces 20 ans? Qu'est-ce qu'elle réclame aujourd'hui, en fait, qu'elle ne réclamait pas il y a 10 ans ou 15 ans? Alors, il y a 20 ans, on m'a rigolé au nez quand j'ai créé ce business model. Déjà, on m'a rigolé au nez. Donc, je ne veux pas prendre une revanche aujourd'hui, mais en tout cas, je souris parce que je vois et je partage complètement ce que Lionel et Gabriele viennent de dire. C'est-à-dire que cette évolution, elle est absolument flagrante et je pense que tout le monde dans la salle le constate. Il y a des attentes. On est face à un accroissement de la richesse privée qui est absolument historique et donc et dans un monde de plus en plus complexe. On a vu les enjeux de réglementation tout à l'heure avec nos amis de la FINMA et c'est vrai à l'international. On est face à des groupes familiaux qui sont très souvent des groupes internationaux. Et donc, il y a des enjeux qui sont à la fois liés
à cette internationalisation des familles, qui est de plus en plus marquée depuis une vingtaine d'années, c'est certain, à la complexification des enjeux. L'investissement pour les personnes qui ont du patrimoine, c'est un enjeu qui est beaucoup plus complexe aujourd'hui que le seul investissement financier. On va sur des classes d'actifs qui sont beaucoup plus larges que le seul financier. Et donc, il faut... J'en parlais à quelqu'un l'autre jour, et il me disait, en fait, le Family Office, c'est un unbungler, c'est-à-dire un dégroupeur, si je puis dire. Pourquoi ? Parce qu'il y a aujourd'hui... Alors, chez MJ, nous sommes organisés, donc, comme vous le savez, Jérôme, nous avons notre bureau historique à Paris, nous sommes installés en Suisse depuis plusieurs années. Et pourquoi la Suisse ? Parce que la Suisse est, à mes yeux... alors, personnellement, je suis originaire juste à côté, donc c'est aussi, à titre personnel, un petit retour aux sources. Mais c'est également parce que la Suisse est, à mes yeux, la seule juridiction au monde qui ait une telle richesse et une telle profondeur de compétences et d'expertise dédiée à la fortune privée. Et ceci dans une optique de long terme. Donc c'est un vivier fabuleux. Autour de ça, il faut construire. Et donc il y a nécessité de construire à la fois des compétences et des capacités dans l'investissement. Et donc nous sommes organisés autour de quatre pôles, un peu sur le même modèle que Gabriele, c'est-à-dire il y a un pôle investissement. Nous ne gérons pas d'argent. Nous sommes juste buy-side, nous sommes acheteurs des compétences, donc nous sommes face au marché. Et lorsqu'un client a un besoin, c'est à nous d'aller sélectionner la bonne compétence. Donc, nous sommes régulièrement apporteurs d'affaires, si je puis dire. On ne cherche pas de la rémunération, nous sommes rémunérés 100% en honoraires par nos clients et que comme ça. Donc au moins, et nous sommes très attachés à cette transparence. Donc un pôle investissement qui nous permet de couvrir toutes les catégories d'actifs et donc d'aller chercher les bonnes compétences et les bons experts sur les différentes catégories d'actifs. Un deuxième pôle autour de l'organisation juridique et fiscale du patrimoine, de manière à le structurer dans une vision de très long terme, comme le disait Lionel également. Ce long terme, cet engagement de long terme est absolument essentiel. C'est ce que veulent nos familles. Elles veulent une vision transgénérationnelle. Moi, j'ai des familles maintenant que ça fait 20 ans que je suis en activité. J'ai des familles où, ça y est, nous avons attaqué maintenant la 3e génération avec laquelle nous commençons à travailler. Le 3e pôle, c'est le pôle support administratif et parfois on se cantonne à considérer que le support administratif c'est ça le Family Office. Et c'est marrant parce que quand j'ai créé ma boîte il y a 20 ans, souvent je disais ah oui tiens j'ai créé un Family Office, ah oui tu payes les factures d'électricité. Non, c'est pas tout à fait ça le Family Office. Il y a un peu plus de valeur ajoutée effectivement pour reprendre votre terme de proposition de valeur. Et donc, mais je pense que cette prestation de support administratif et de secrétariat privé est également extrêmement importante parce qu'elle apporte de la rationalité et de l'efficacité dans le traitement global. Et en transversal de tout ça, le 4e pôle, qui est le pôle famille, que Lionel évoquait aussi, et qui est accompagner la famille pour réellement créer de la cohésion et de l'harmonie autour d'un patrimoine commun. Donc c'est préparer les jeunes générations, éducation, formation des jeunes générations, faire fonctionner la famille ensemble, gouvernance, médiation quand c'est nécessaire, et philanthropie, qui est un outil que je mets dans cette case de la famille, parce que c'est un outil très puissant de cohésion familiale. Toutes les familles n'ont pas d'appétence forcément pour la philanthropie, mais ça peut être un outil extrêmement puissant. Donc voilà, en fait c'est un métier de chef d'orchestre, d'orchestration, où il faut être 100% buy-side, c'est-à-dire qu'on est acheteur de toutes les compétences dans le monde de l'investissement. Donc nous sommes vraiment des partenaires des gens, des GFI, des banquiers, etc. Mais comme nous sommes des partenaires, des avocats, des fiduciaires, des trustees, etc. Et nous sommes là simplement pour représenter le client. Donc et c'est pour répondre en conclusion à votre question, l'évolution des attentes, c'est qu'il y a eu cette prise de conscience de la part des personnes fortunées qu'elles ne pouvaient plus être au four et au moulin et que quand elles sont en plus entrepreneurs, ce qui est quand même bien souvent le cas de personnes fortunées, elles sont mieux à s'occuper de leur entreprise et à créer de la valeur sur leur entreprise et à déléguer ça à une personne de confiance qui a ce rôle de chef d'orchestre, mais que de rôle de chef d'orchestre. Donc l'idée, c'est d'être capable de travailler en très bonne intelligence avec l'ensemble des prestataires et prestataires historiques des clients. Il ne s'agit pas d'aller faire table rase du passé, bien évidemment. Voilà, donc en fait, c'est un métier à part entière pour moi, le Family Office, comme le GFI est un métier à part entière, et nous sommes avant tout complémentaires et partenaires, et en aucun cas concurrents. Et je pense que c'est ça l'évolution, et qu'il y a donc dans ce concept de dégroupage, le fait qu'il faut en permanence, au niveau du Family Office, être capable d'aller chercher la bonne expertise qui correspond aux besoins et aux attentes des clients. Et la bonne expertise, ça n'est pas qu'une expertise technique, c'est également une compétence humaine. Le Family Office, c'est le gestionnaire des risques financiers, des risques
risques fiscaux, des risques humains, des risques affectifs et émotionnels, etc. Et si je peux m'attacher à ce que tu es en train de dire, c'est que les produits financiers deviennent de plus en plus compliqués. Et ce n'est pas forcément suivi par une évolution de la connaissance du domaine financier par les familles. Donc, ce que c'était la finance qu'on a connue il y a plus de 20 ans, que c'était des obligations et des actions, aujourd'hui, c'est une finance, pour la plupart, incompréhensible par les familles. Pas tous, bien évidemment, mais la grande majorité. Et ils se retrouvent c'est un dialogue très compliqué. Et ça, c'est vraiment le rôle que je vois, l'évolution des multifamily office. C'est la question que je voulais vous poser à tous les trois, c'est comment gérer comment aborder la gestion du portefeuille, des actifs financiers dans le cadre plus large du family office. Lionel. La gestion, elle doit avoir une vue d'ensemble. Pour éviter les conflits d'intérêts, bien évidemment. Alors, bien sûr, il faut éviter les conflits d'intérêts, mais la gestion, vu que ce sont des familles qui ont été déposées à plusieurs endroits, en général, il y a plusieurs gérants, ça ne veut pas dire que ces gestions vont être coupées. Donc, même si le gérant indépendant prend une place prépondérante dans la gestion et qui peut avoir une vue globale, il y a des parties qui vont être gérées ailleurs. Il faut savoir que ces clients, ils sont dragués tout le temps. Donc, il y a énormément d'informations qui leur viennent. C'est très, très compétitif. Donc, il faut un peu arriver à déchiffrer tout ça, avoir une vue d'ensemble qui soit cohérente pour le client, qui prenne en compte les flux qui rentrent, qui sortent, qu'il y ait une stabilité dans le terme de risque-rendement pour le client. Parce que comme tout est compartimenté, les choses ne mettent pas forcément toujours du sens. Il y a aussi beaucoup d'idées qui sont générées ailleurs, et donc le client ou la famille vient et demande un petit peu à chaque fois qu'est-ce qu'on pense de ça. Donc on doit aussi générer beaucoup plus d'idées. On doit être différent, parce que la gestion classique, au final, c'est pas forcément ce qui est attendu par le client. Le fait aussi d'avoir une taille globale plus importante permet d'accéder à de nouveaux types d'actifs, à de meilleurs prix, etc. Donc, toute la gestion est un petit peu différente. Je pense qu'il y a aussi beaucoup plus d'advisory qui se fait, beaucoup plus de dialogue avec les clients qu'avant. Un client qui est seul, où on gère juste un portefeuille, il y a moins de dialogue, il y a moins de choses spéciales, il y a moins de due diligence qui est fait. Donc, il faut une infrastructure un petit peu différente qui permet au fait de répondre à ces attentes clients, de créer de la performance et d'avoir une bonne gestion des risques. Gabriele, vous parliez de difficultés à gérer les produits financiers aujourd'hui, les classes d'actifs de plus en plus complexes. Est-ce qu'il faut passer la main sur la gestion des actifs financiers pour développer une offre family office aujourd'hui ? C'est important quand on se relationne avec les familles pour un multifamily office d'agir comme filtre. C'est pas forcément, ayant travaillé plus de 20 ans dans les banques, c'est pas forcément un rôle que les banques jouent aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire avec ça ? La banque a la tendance à vendre des produits et en matière de suitability, je ne suis pas trop sûr qu'il y a un alignement d'intérêt entre ce que les clients achètent et ce que les banques vendent. Donc le rôle fondamental d'un multifamily office qui est hors de conflit d'intérêt est vraiment de savoir éviter d'investir dans certains actifs à leurs familles qui n'ont pas la compréhension de cet actif. Je me réfère surtout au private equity et au direct investment, que c'est la mode aujourd'hui, mais la grande question qu'on se posera dans 5-10 ans, ça sera est-ce qu'on a fait investir les familles dans des produits qu'ils n'avaient pas compris exactement le risque, les liquidités liées à ce genre d'actifs. François, comment vous jonglez entre la gestion de portefeuille et la gestion du patrimoine ?
Alors, comme je le disais, nous ne faisons pas de gestion, donc c'est très simple, nous sommes juste le Global Supervisor, et à ce titre-là, nous définissons avec le client une allocation stratégique de son patrimoine. Nous avons certains clients qui n'ont d'ailleurs pas de patrimoine investissable, hein. Nous pouvons avoir des clients qui ont juste une entreprise familiale et avec des enjeux humains, des enjeux successoraux, etc. Mais le patrimoine investissable, si je puis dire, est extrêmement limité. Donc attention, le family office ne veut pas forcément dire patrimoine investissable ou patrimoine financier. Ça, c'est la première chose. Néanmoins, pour répondre à votre question, Jérôme, je pense qu'il est essentiel, et c'est ce que disait Lionel, il faut évidemment avoir une vision globale. Donc ça suppose d'avoir les outils pour cela également. Donc il faut bien évidemment un outil de consolidation et de reporting absolument essentiel à ce métier de family office pour avoir cette vision globale. Ensuite, construire cette allocation stratégique et ensuite aller confier les différentes poches aux bons experts. C'est vrai qu'on ne peut pas toujours confier des mandats de gestion discrétionnaires dans le private equity, comme l'évoquait Gabriele. C'est vrai que le mandat de gestion est un peu compliqué, donc on est plus hands-on déjà dans la recherche des opportunités d'investissement. Mais je pense que néanmoins, la gestion financière, ensuite il y a l'élément conjoncturel que vous posez, Jérôme, la question que vous posez, qui est, on est dans une phase de taux zéro, donc la recherche de rendement, la quête désespérée de rendement aujourd'hui, elle passe par de nouvelles alternatives en matière d'investissement. Et c'est vrai que là, c'est là où est le danger, et c'est là où est le danger pour l'ensemble des professionnels que nous sommes, c'est d'aller sur des solutions un peu trop faciles. Donc le métier de family office est effectivement d'être ce filtre. Maintenant, pour revenir encore une fois à comment orchestrer cela, je ne dis pas en tout cas que le family office ne doit pas faire de gestion. Il y a des family office qui font de la gestion, et loin de moi la volonté d'ériger une règle dans un sens ou dans l'autre. Simplement, si on fait de la gestion, il faut être extrêmement attentif aussi aux enjeux d'alignement d'intérêts et de Chinese wall, c'est-à-dire que le rôle de filtre, de sélectionneur, de superviseur du family office doit également porter sur les actifs que l'on gère soi-même. Donc c'est là où il faut avoir des règles déontologiques internes fortes. Voilà. Mais donc ça passe en tout cas forcément par une beaucoup plus grande diversification. Il y a 20 ans, on était sur du patrimoine très financier. Ça passe aujourd'hui par une beaucoup plus large diversification, à la fois dans les classes d'actifs et géographiques aussi. Donc je parlais tout à l'heure de revenus, question qui intéresse toute la salle. Comment monétiser les services de family office ? Les revenus, ils vont être plus grands peut-être nominalement, puisqu'on va adresser une plus grande part de la fortune. Mais il ne faut pas croire que la rentabilité, elle va suivre de manière en règle de 3. Déjà, c'est qu'en se mettant du côté plus client, en étant family office, on va se battre pour lui, pour aussi avoir des meilleurs taux. Il y aura d'autres gérants. On va prendre cette responsabilité financière et tarif. Amener une valeur ajoutée aux clients, de payer moins cher, au fait, pour un service de meilleure qualité. Donc, ce n'est pas forcément du tout exponentiel. Il y a des modèles qui sont différents. On sait que les ristournes, les rétrocessions, etc. sont permis dans certains cadres. Il y a des cadres qui sont plus ou moins clairs, suivant les gérants. Il y a des cadres qui le sont peut-être un petit peu moins. Donc ça peut porter un gros problème et empêcher au fait, certains gérants de changer complètement de modèle. C'est compliqué de changer complètement de modèle. Ça, c'est difficile. Et l'autre chose, c'est que ce n'est pas forcément en conflit d'intérêts, mais en alignement des intérêts. C'est que quand on commence à fournir plus de services, on veut faire plus de qualité, on s'étend, c'est plus complexe, on doit mettre des ressources face à ça. Et ces ressources, elles ont un coût. Et c'est normal, quand on est gérant indépendant, on n'a pas envie de forcément dépenser avant de finalement récolter les bénéfices de quelque chose. Donc il y aura toujours ce conflit entre mettre les ressources adaptées, la qualité adaptée, et pour obtenir des revenus supplémentaires. Donc c'est assez compliqué, ça prend du temps, et il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui se fait en 2 jours, quoi. Gabriele, sur les revenus et la monétisation des services. Notre modèle est très simple, je pense assez similaire à celui de François, même si je ne connais pas par cœur, mais c'est un modèle qui est basé sur une flat fee des assets qu'on supervise, inclus le cash. La décision de charger le cash, c'est une décision qui justifie pour s'éloigner de conflits d'intérêts.
Parce que le moment où on ne charge pas le cash, le family office, ça devient, il rentre immédiatement en conflit d'intérêts. La flat fiche couvre tous les services, à partir de la consolidation jusqu'à l'aide dans la gestion et tous les family office services. C'est un modèle qui est cher. Les marges, si on revient à ta question, l'évolution du secteur, les marges sont en train de se réduire, surtout parce que si on revient à ce que tu disais, on doit continuer à investir, à embaucher des gens. Avant, la FIMA a dit « it's a people business » et on doit investir sur les gens, sur des gens, comme la FIMA disait, qui sont qualifiés. There's no way to... pardon, il n'y a pas des shortcuts dans ce sens. Donc, les gens bien coûtent. Et donc, on doit se mettre dans la tête que les marges que l'industrie a vécues dans le passé ne seront plus là. Surtout parce que je pense que la réglementation, la LESFIN qu'on a vu arriver aujourd'hui, c'est que le début. Ça deviendra... le prochain trend, ça deviendra quelque chose de beaucoup plus heavy, de lourd en termes de réglementation. On va vivre exactement ce que les banques ont vécu depuis le 2008, à partir d'aujourd'hui. Ça, c'est mon gut feeling. Merci Gabriele, merci François, merci Lionel. On a encore un peu de temps, donc je vous propose de réagir. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Un micro pour le premier rang. Je ne sais pas si on m'entend. Non. Je vais prendre un peu de micro si vous le permettez. Il est très fort. Voilà. Merci. C'est une question pour M. Molla. Vous parliez de la Suisse, mais est-ce que la Suisse a un rôle... En fait, ma question, c'est est-ce que le Family Office, c'est une offre très locale ou est-ce que vous imaginez des Family Office suisses qui travaillent pour des familles suédoises, indonésiennes, brésiliennes, voilà. Ou est-ce que c'est un business très local? Non, je pense que la Suisse a définitivement un rôle absolument majeur à jouer dans la montée en puissance de ce métier. Juste pour illustrer le propos, lorsque j'ai décidé de créer un bureau hors de France, c'est parce que nous avions quelques clients internationaux issus de différents continents et qui avaient des intérêts franco-européens. Et j'ai été 2 fois à Hong Kong, à Singapour, j'ai regardé le Luxembourg, l'Angleterre, enfin le UK et la Suisse, et de la tête et des épaules, il n'y avait pas photo, il n'y avait qu'une juridiction qui pouvait faire le job, c'était la Suisse. Il y a une ressource, il y a une flexibilité, une connaissance de l'ensemble des enjeux. On peut travailler aussi bien en common law qu'en civil law en Suisse. Il y a une stabilité de l'environnement réglementaire, une lisibilité. On a des autorités réglementaires également qui travaillent en très bonne intelligence avec les professionnels. Donc, c'est juste, et il y a un multiculturalisme que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Si vous allez à Hong Kong, à l'époque où j'avais fait ça, je m'étais dit je ne mettrai pas les pieds à Hong Kong parce qu'un jour ou l'autre, la Chine mettra la main dessus. Voilà, ça s'est passé cette année. Singapour a beaucoup moins de profondeur, c'est une place régionale. Le UK, c'est avant tout une place de capital markets, beaucoup moins orientée sur le long terme comme peut l'être la Suisse, et beaucoup moins multiculturelle dans sa façon de procéder. Donc, pour moi, ça a été mais vraiment absolument flagrant. Il n'y a qu'une place dans le monde qui offre cette force face aux autres juridictions. Si j'ose, les familles ont besoin de l'internationalité. On prend l'exemple de Novum, on a 17 familles, on n'a que 3 familles basées en Suisse. Tous les autres 14 sont en Angleterre, en Italie, en France, partout. Mais la question qui va encore plus loin, c'est quand on pense à la juridiction de la relation, c'est quoi? C'est la nationalité,
C'est la résidence des enfants, c'est la résidence du trust, c'est la résidence de la société sous-jacente du trust, c'est la holding familiale. Donc, on se retrouve à avoir des relations où la nationalité est italienne, la résidence est suisse, le trust est aux Bahamas, la holding est je sais pas, en Luxembourg. Donc, on a vraiment. Donc, je pense que la Suisse aujourd'hui peut vraiment bénéficier encore plus d'un atout qui vient de son histoire que aucun autre pays au monde a. On a une culture unique qu'on doit continuer à leverager. Parce que ça, c'est vraiment notre avantage vis-à-vis de tout le reste des autres pays. Le UK, ils savent pas qu'est-ce que c'est. Le Dubaï, l'Asie, les autres centres financiers, on a vraiment de l'avantage. Il ne faut pas le perdre, cet avantage. Ouais, je pense justement, c'est que les clients, souvent, ils se retournent vers nous, en Suisse, parce qu'on a cette capacité d'être totalement multi-pays et justement ces besoins croisés entre les différentes générations qui sont à différents endroits avec des fiscalités qui sont complexes, etc. Et en Suisse, à chaque fois qu'on se pose la question, on a des gens dans notre réseau, dans nos réseaux qui vont trouver des solutions et on est réactif et on arrive souvent, toujours, avec quelque chose de cohérent à leur présenter rapidement. Oui, je crois qu'on est tous d'accord dans la salle sur le potentiel indiscutable du family office en Suisse d'une manière complètement globale. Moi, ça me fait réfléchir toujours sur le problème de la réglementation. Luxembourg, par exemple, a créé tout un frame juridique pour le family office qui est complètement réglementé. Et ça a créé un boom indiscutable de cette industrie dans cette juridiction. Et je suis en train de me demander, quand je vois cet immense potentiel, si le fait de faire arriver une réglementation ne pourrait pas également donner un rôle de leadership définitivement mondial avec une réglementation adaptée. Et je dis bien adaptée, parce que je reviens toujours à ça. La FINMA dit toujours un mot magnifique. On ne fait pas de one size fits all, qui est la clé de direction de MiFID II. Nous en sommes très, très, très éloignés. Et dans un principe de proportionnalité, une bonne réglementation, ne voyez-vous pas ça comme un booster additionnel d'un grand boulevard que nous avons devant nous? Voilà ma question. Alors, écoutez, oui, mais, avec tous les mais que vous avez évoqués, le Luxembourg, excusez-moi, j'espère qu'il n'y a pas de luxembourgeois dans la salle, c'est le contre-exemple parfait. D'accord ? Le Luxembourg, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit, soit vous êtes banquier, expert comptable ou avocat, et du coup, vous n'avez rien à faire, vous pouvez vous dire family office. Donc bonjour, si vous voulez, la qualification et la reconnaissance du family office en tant que métier. Donc ou alors, sinon, il y a une barrière à l'entrée qui est relativement élevée, puisque l'investissement correspond peu ou prou à 150 à 200 000 euros minimum annuel de compliance, d'obligation compliance. D'accord ? Donc le Luxembourg a essayé de tuer plutôt dans l'œuf, me semble-t-il, les initiatives du family office indépendant, en tout cas comme métier à part entière. Donc oui, pour une reconnaissance du métier, alors en France, ce que nous avons fait, c'est que nous ne sommes pas réglementés, mais ce que nous avons fait, c'est que nous avons, depuis 20 ans, œuvré dans cette association française du Family Office. Nous sommes à la fois des multi- et des single Family Office, et nous avons œuvré à la reconnaissance de critères qualitatifs définissant un family office, lui permettant de devenir membre de cette association qui est aujourd'hui l'association de référence sur le marché français. Et donc, je rêverais, mais je me méfie, quand vous avez parlé de MiFID, donc je n'irai pas chercher auprès des autorités réglementaires françaises ou européennes de la réglementation, mais en revanche, je pense que la Suisse a un environnement réglementaire beaucoup plus pragmatique et qui sait dialoguer, et avec cette règle de ne pas faire pareil pour tout le monde, effectivement, je pense qu'il y a matière à renforcer un leadership potentiel, ça c'est certain. Maintenant, il faut avancer vraiment sur des œufs et ne pas faire n'importe quoi parce que ça peut être totalement contre-productif. C'est bon. On va devoir poursuivre la journée. Merci infiniment à tous nos orateurs. Merci à vous.